Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence par les titres. Ici, aux États-Unis, la Chambre des représentants prête à voter une résolution contre l'antisémitisme. Une réaction à des propos polémiques de la députée Ilhan Omar. Au Cameroun, la lutte contre la corruption se poursuit. Un ancien ministre de la Défense est aux arrêts. Nous ferons également le point sur la situation des déplacés dans le pays. Les inégalités de revenus constituent une menace croissante dans le monde, estime l'ONU, qui s'en inquiète. Évocation dans ce journal. Bonsoir. Elle s'appelle Ilhan Omar. Cette musulmane d'origine somalienne de 37 ans est arrivée au Congrès américain avec beaucoup d'énergie, mais aussi un franc-parler qui divise l'opinion. Ses récents propos sur les relations entre la classe politique américaine et Israël ont suscité des accusations d'antisémitisme, d'où la décision de la Chambre des représentants de voter aujourd'hui ou demain une résolution condamnant l'antisémitisme. Les démocrates contrôlent la Chambre et la représentante Ilhan Omar, elle-même est démocrate. Pour en parler, accueillons sur ce plateau Abdourahmane Dia. Abdourahmane, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, John. Alors, qu'est-ce qui a, à votre avis, a provoqué cette nouvelle polémique concernant la représentante Ilhan Omar? Alors, il faut dire, Ilhan Omar, lors d'une discussion publique, a dénoncé la semaine dernière ce qu'elle appelle l'allégeance à un pays étranger de certains lobbyistes et responsables politiques en référence à Israël. Si elle s'était excusée, vous vous rappelez, sur un tweet jugé antisémite le 11 février dernier, Ilhan Omar s'est défendue cette fois et n'a toujours pas retiré ses propos. Herman Cohen, un ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, met ses sorties de Omar sur le compte de l'inexpérience. Je vous propose de l'écouter. Pour la première fois, il y a des jeunes musulmans qui sont entrés au Congrès et ils ont commencé à critiquer Israël et les Américains qui soutiennent Israël. Mais ils sont allés trop loin parce qu'ils ont accusé les Américains qui soutiennent Israël d'avoir double loyauté, c'est-à-dire vous soutenez Israël, donc vous n'êtes pas américain. Vous ne pouvez pas être américain et pro-Israël en même temps. Il y a des gens qui disent que c'est l'antisémitisme, ça. Alors Abdou, cette situation a provoqué un débat au sein du Parti démocrate qui est majoritaire à la Chambre des représentants. Effectivement, John, c'est vrai qu'il est rare de voir ton propre parti prendre une résolution condamnant tes agissements. C'est vrai aussi qu'on l'a vu récemment aussi avec le républicain de l'Iowa, Steve King, pour des propos jugés racistes, mais ce n'est pas fréquent effectivement. Et les démocrates doivent d'abord régler leurs propres contradictions. La majorité des démocrates au Congrès veut qu'elle s'excuse, comme elle l'avait fait le mois dernier après un tweet qualifié d'antisémite, mais cette fois, elle refuse et elle a bien des soutiens. Une de ses collègues, Alexandria Ocasio-Cortez, s'est demandé s'il y aurait eu autant de bruit si la déclaration venait de quelqu'un d'autre, insinuant un peu que c'est peut-être parce que Ilhan Omar est musulmane. Le président de la puissante commission des affaires étrangères a tout de même indiqué qu'il n'était pas nécessaire d'exclure Ilhan Omar de la commission, comme le demandent certains. Merci Abdourahmane Dia, une actualité que vous continuerez de suivre pour nous et on vous recevra certainement dans nos prochaines éditions. Également dans l'actualité, des signes d'activité ont été détectés donc sur un site nord-coréen de lancement de fusées, ce qui laisse penser que Pyongyang
a amorcé la reconstruction rapide de cette installation après l'échec du sommet de Hanoï. C'est au moins ce qu'estime un centre de recherche américain sur la base d'images satellites. Le regain d'activité sur le site nord-coréen de Sohae a été détecté 2 jours seulement après l'échec du sommet de Hanoï entre Donald Trump et Kim Jong-un. Ceci pourrait, selon les experts, illustrer une détermination de Pyongyang face au rejet américain de sa demande d'un allègement des sanctions qui pèsent sur la Corée du Nord. Au Cameroun, Edgar Alain Mbengo, ancien ministre de la Défense et autrefois proche du président Paul Biya, a été arrêté à Yaoundé pour des faits présumés de malversation financière. Convoqué mardi par des enquêteurs d'une unité spéciale du tribunal spécial dans la répression de la grande corruption, M. Mbengo a été placé en garde à vue. L'ex-ministre de la Défense et par ailleurs ancien patron de la police n'est pas le seul concerné par cette affaire de malversation financière. Plusieurs autres personnes, dont son épouse et anciens proches collaborateurs, sont également visés. On reste au Cameroun, où des déplacés fuyant le conflit dans les zones anglophones ont trouvé refuge dans les régions voisines. En Konsamba, où une centaine de familles se sont installées, les besoins sont croissants. Les déplacés appellent le gouvernement à mettre fin à la crise afin qu'ils puissent rentrer chez eux. Blanche Sanou nous en dit plus. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU estime à plus de 160 000 le nombre de déplacés internes au Cameroun depuis que les séparatistes anglophones ont pris les armes contre le gouvernement en 2017. L'État et des organismes internationaux tentent de leur venir en aide. Même si nous recevons de l'aide, nous sommes toujours sans abri. Nous les remercions pour les dons, mais nous les exhortons à nous ramener chez nous. Nous n'avons pas de maison et nous souffrons vraiment. Ce n'est pas facile pour nos familles et nous demandons au gouvernement d'examiner notre problème. Parmi les besoins les plus urgents recensés par l'OCHA figurent la construction des abris pour les familles, l'alimentation de base, les soins de santé primaires et l'accès à l'eau potable. De plus en plus, vous savez, nous sommes dans une zone francophone ici, mais de plus en plus, mon personnel et moi, nous nous mettons à l'anglais parce qu'on le ressent tous les jours. Ils sont vraiment de plus en plus nombreux à venir ici et nous faisons de notre mieux pour leur prodiguer donc les soins dont ils ont besoin, mais également le réconfort psychologique. Certains enfants arrivent sans acte de naissance, ils arrivent sans manuel scolaire, sans tenue de classe et à ce sujet, le gouvernement de la République a fait des efforts considérables. L'escalade de la violence et la multiplication des foyers d'affrontement entre forces de l'ordre et les bandes armées dans le sud-ouest et le nord-ouest du Cameroun ont gravement affecté les populations. Près de 80% des habitants se sont réfugiés dans des zones forestières et vivent dans des abris de fortune à la merci du soleil et de la pluie. On reparle du Sénégal et surtout de cette main tendue du président Macky Sall. Après la confirmation de sa victoire au scrutin du 24 février par le Conseil constitutionnel, le président sénégalais a tenu son premier discours post-électoral mardi, une occasion qu'il a saisie pour saluer ce qu'il a appelé la maturité de la démocratie sénégalaise, mais aussi lancer un appel à l'unité et au dialogue. À mes yeux, il n'y a ni vainqueur ni vaincu, a-t-il assuré, jetant la main à toutes et à tous pour engager un dialogue ouvert et constructif dans l'intérêt supérieur de la nation, un dialogue auquel il a invité les anciens présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Le mouvement de contestation se poursuit au Soudan. Pour y faire face, le président Omar El-Béchir a imposé l'état d'urgence dans le pays. Cette mesure restreint les libertés publiques, a déclaré ce mardi le ministre de la Justice, Mohamed Ahmed Salem. En la présentant au Parlement, elle fera l'objet d'un vote des députés le 11 mars prochain, dominé par le Congrès national, le parti du président Béchir. Tout semble indiquer que ce texte, ce décret, décrété donc le 22 février et pour une durée d'1 an, sera approuvé par le Parlement. La haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU s'est dit préoccupée par la situation dans de nombreux pays confrontés ces derniers mois à des manifestations contre les inégalités ou pour une amélioration des conditions socio-économiques. Michelle Bachelet a présenté aujourd'hui son rapport annuel
devant le Conseil des droits de l'homme à Genève. Compte rendu, Jacques Aristide. Michelle Bachelet est inquiète. Ces derniers mois, nous avons vu des gens du monde entier descendre dans la rue pour protester contre les inégalités et la détérioration des conditions économiques et sociales. En poste depuis 6 mois, l'ONU, l'ancienne présidente du Chili, indique que les inégalités touchent tous les pays. Et pourtant, dans plusieurs cas, dit-elle, les protestataires sont confrontés à un usage excessif de la force, des détentions arbitraires, de la torture et même de présumés assassinats sommaires ou extrajudiciaires. Madame Bachelet déplore les répressions violentes des manifestations en Haïti, au Zimbabwe et au Soudan. L'usage excessif de la force, y compris à l'intérieur d'hôpitaux, de mosquées et d'universités, la détention arbitraire, la torture et l'état d'urgence n'auront aucun effet sur les véritables griefs des manifestants au Soudan. La chef des droits de l'homme de l'ONU rappelle que même dans des États prospères, des gens se sentent exclus des avantages du développement et privés de droits économiques et sociaux. Ainsi, elle réclame des enquêtes approfondies sur toutes les accusations de recours excessif à la force, comme lors des manifestations des Gilets jaunes en France. Pour ce qui est de l'Amérique latine, Madame Bachelet estime que la crise au Venezuela est exacerbée par les sanctions internationales. Et puis au Zimbabwe, Harare a qualifié ce mercredi de parodie de justice qui va à l'encontre du peuple zimbabwéen. Le renouvellement pour 1 an des sanctions américaines qui ciblent des responsables gouvernementaux et des entreprises étatiques. Mouvement d'humeur à l'aéroport international de Nairobi qui se trouvait complètement paralysé ce mercredi par une grève surprise de ses employés. Une situation qui a bloqué des centaines de passagers. La grève était conduite par des membres du syndicat des travailleurs de l'aviation kenyane qui protestent contre un projet d'acquisition de l'aéroport par la société nationale Kenya Airways. S'exprimant à l'aéroport, le ministre des Transports, James Macharia, a indiqué que l'autorité kenyane des aéroports, avec l'aide des forces de sécurité de Kenya Airways, était en train de remplacer le personnel gréviste. En fin d'après-midi, Kenya Airways indiquait que 97% de ces vols affectés par le mouvement de grève avaient été reprogrammés, la plupart devant décoller avant minuit. Carlos Ghosn a retrouvé un petit air de liberté ce mercredi. L'ex-PDG de Nissan et Renault doit sa libération au paiement d'une caution de 8 millions d'euros, 1 milliard de yens en liquide, a annoncé le tribunal de Tokyo à la mi-journée. En théorie, le bureau du procureur a encore la possibilité d'arrêter à nouveau Ghosn sur d'autres chefs d'accusation, selon des juristes, mais cette probabilité semble réduite. Je suis impatient de pouvoir me défendre avec vigueur et ce choix représente pour moi la première étape d'un processus visant non seulement à rétablir mon innocence, mais aussi à faire la lumière sur les circonstances qui ont conduit à mon injuste détention, avait alors déclaré l'ex-PDG de Nissan et Renault en mi-février, alors qu'il venait de changer son équipe de défense japonaise. Et puis, dans l'actualité, toujours, l'opposant et candidat malheureux à la présidentielle du 30 décembre en République démocratique du Congo, Martin Fayulu a annoncé ce mercredi qu'il ne siégera pas comme député parce qu'il se considère comme président élu. J'ai été élu président de la République, je ne peux pas me rabattre comme député, jamais a-t-il déclaré, interrogé sur son avenir politique pour les prochaines années. Et enfin, le PDCI, principale formation d'opposition en Côte d'Ivoire, a dénoncé ce mercredi une modification unilatérale du mode de scrutin et menacé de ne pas participer à l'élection demain jeudi du nouveau président de l'Assemblée nationale en remplacement de Guillaume Soro, qui avait démissionné le 8 février dernier. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA.
Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. Dans ce journal, nous vous amènerons à la Silicon Valley en Californie, un univers où les étrangers, particulièrement les femmes, jouent un rôle capital. Et nous irons également en Tanzanie à la rencontre d'une femme devenue la sensation des réseaux sociaux grâce à ses talents de jongleuse. Que faire pour trouver de l'inspiration lorsqu'on est écrivain? Nous irons en Égypte où des romanciers optent pour la nature et l'isolement. Une jeune Tanzanienne fait parler d'elle grâce à son talent de jongleuse de ballon. Adara Mjeje gagne sa vie en offrant des petits spectacles dans les rues en échange de quelques dollars américains, ce qui lui permet de nourrir sa famille et de s'occuper de ses 2 garçons. Ces vidéos, devenues virales sur les médias sociaux, ont captivé le cœur de nombreux fans sur le continent et bien au-delà. En février, l'une d'elles a suscité un tweet du président américain Donald Trump qui a qualifié sa prouesse d'incroyable. Lamek Massina a rencontré Adara à Lilongwe, au Malawi. Dilidiko raconte. Adara Mjeje a commencé à jongler avec le ballon alors qu'elle était adolescente et jouait pour une équipe féminine de football. Ces 6 dernières années, cette mère célibataire a utilisé son talent pour subvenir aux besoins de sa famille. Cela m'aide à payer les frais de scolarité de mes 2 enfants, à payer de la nourriture pour ma famille et à payer les factures. Les petits spectacles de jongle d'Adara lui ont permis de visiter plusieurs pays d'Afrique, dont le Cameroun, le Burundi, le Gabon et récemment le Malawi. Elle facture 4 $ pour un spectacle de 2 minutes et gagne entre 45 et 50 $ par jour. La jongleuse rejette les accusations selon lesquelles elle userait de moyens surnaturels pour accroître son adresse. Certaines personnes disent que je me sers de la magie. Il n'y a pas de magie dans cette balle. Il n'y a aucune magie ici. Juste un talent que je développe depuis longtemps. Une vidéo d'Adara tournée au Malawi a attiré l'attention du président Donald Trump qui s'en est émerveillé sur Twitter, ce dont la jeune femme se dit ravie. Toutefois, Adara souhaite que le chef de l'exécutif américain en fasse plus. J'aimerais qu'il m'aide à nourrir ma famille. J'ai 2 enfants et 2 parents âgés. Ils comptent tous pour moi. Je souhaite qu'il m'aide à développer mon talent afin que je puisse être connue à travers le monde et gagner plus d'argent. Adara vient de retourner en Tanzanie après un séjour fructueux au Malawi. Au cours de ce voyage, un agent zimbabwéen lui a proposé un contrat publicitaire en Espagne. Suite à cette rencontre, la jeune femme a confié à la VOA qu'elle espère que ce nouveau contrat marquera le début d'une meilleure vie. Bonne chance à elle. Donc, ici aux États-Unis, Silicon Valley abrite des sociétés technologiques ayant une influence mondiale telles que Apple, Facebook ou encore Google. De nombreux travailleurs étrangers jouent un rôle essentiel dans ces puissantes entreprises. Dina Mitchell est allée à leur rencontre. Le récit est déjà de Rivet. Centre mondial de l'innovation dans la technologie de pointe, Silicon Valley pourrait tout aussi bien s'appeler la vallée des immigrants, tant elle est nourrie par des travailleurs étrangers, souvent d'origine modeste. Pushpa Ital ne correspond pas au stéréotype du PDG typique de Silicon Valley, une immigrante ayant des enfants. Pourtant, elle est l'une des nombreuses femmes poursuivant une carrière à succès dans la technologie à Silicon Valley, où de plus en plus de sociétés sont à la recherche de profils comme le sien. Je me suis demandé si je devais prendre le risque de passer à une start-up. Et j'ai réalisé qu'après avoir fait tout ce chemin, ça valait le coup de prendre le risque. Ça a été déterminant. Les personnes nées hors des États-Unis représentent 70% des travailleurs dans l'informatique. Cela est particulièrement notable pour les femmes dans les secteurs de l'informatique et des maths. 80% d'entre elles sont nées à l'étranger, la plupart en Inde et en Chine. Ling Lingxi estime que ses études dans le domaine des technologies ont été la clé de sa réussite aux États-Unis.
Quand on a des compétences dans l'informatique, c'est beaucoup plus facile d'obtenir une carte de séjour, même si, pour être honnête, ce n'est pas mon centre d'intérêt principal. La vie de famille est l'une des manières dont les femmes nées à l'étranger se différencient de leurs homologues américaines. Malgré leur carrière exigeante, elles sont beaucoup plus susceptibles d'être mariées et d'avoir des enfants. Les femmes qui viennent d'Inde ou de Chine sont soumises à un ensemble d'attentes et de normes culturelles selon lesquelles elles doivent avoir une famille très rapidement, tout en ayant une carrière fructueuse. Ces femmes sont vraiment des sortes de super-héros dans ces domaines. Les femmes immigrantes de la Silicon Valley ne font pas la couverture des magazines économiques, mais elles sont les talents qui alimenteront certainement la prochaine vague d'innovation technologique. Et c'est l'heure de retrouver Yacouba Ouedraogo. Yacouba, on parle de la Ligue des Champions. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. Oui, la Ligue des Champions dont les huitièmes de finale retour se poursuivent ce soir avec des Africains qui sont en lice. On va s'intéresser à eux. Dans la première affiche, Manchester United de l'Ivoirien Eric Bailly se déplace à Paris avec beaucoup de handicaps, 8 blessés, Paul Pogba suspendu, tandis que le PSG du Camerounais Eric Maxime Choupo-Moting, probable remplaçant, part favori après sa victoire 2-0 à Wembley. Dans l'autre rencontre, le FC Porto de l'Algérien Yassine Brahimi compte sur le retour de blessure de son serial buteur malien Moussa Marega pour renverser la vapeur face à l'AS Rome, irrégulière cette saison. Une victoire 1-0 suffirait au bonheur des Portugais. Mais déjà hier, le Real Madrid a achevé une semaine noire avec une élimination humiliante en Ligue des Champions au Santiago Bernabéu. Défaite 4-1 devant l'Ajax Amsterdam, donc en huitième de finale de la C1. Ce matin, la presse espagnole a été sans pitié. Suivez. Sigit, une équipe qui a écrit l'histoire, a titré en une le quotidien sportif Marca, le plus lu d'Espagne, avec une photo d'un stade Santiago Bernabéu aux aires du cimetière. Et cette mention, fin humiliante pour un cycle inégalable. AS, l'autre grand journal sportif madrilène, déplore une semaine tragique où le Real a été balayé des 3 compétitions qu'il briguait, éliminé mercredi en demi-finale de la Coupe du Roi face au FC Barcelone 3-0, relégué samedi à 12 longueurs par le leader Blaugrana. En Liga 1-0 et enfin éjecté hier en Ligue des Champions, sa compétition fétiche remportée 13 fois au total. Évidemment, à Barcelone, la presse sportive catalane se réjouit de la chute du grand rival condamné à ne remporter aucun titre au printemps. Rien de rien, a titré Mundo Deportivo, soulignant le 0 pointé merengue et saluant la performance des jeunes pousses de l'Ajax. Le journal Sport, de son côté, renvoie le Real à la fameuse fin de cycle que la presse madrilène s'échinait à détecter saison après saison au sein du Barça de Lionel Messi. Désormais, le seul objectif du Real consiste à préserver sa qualification pour la Ligue des Champions via l'une des 4 premières places en Liga. Et à Abidjan, on dirait simplement Yakou, Real. À demain. Yakou, Yacouba. Direction donc l'Égypte à la découverte d'un groupe d'écrivains pour contourner les agitations de la ville. Ils se sont retirés dans le désert pour trouver l'inspiration au profit de leur littérature. Les précisions avec Irénée Herman Umbo. Wadi El Natroum, région située dans le désert au nord-ouest du Caire. Dans cette écologe cohabitent une douzaine de romanciers et d'auteurs égyptiens. Ils vivent ici une expérience exceptionnelle, la lecture des pensées écrites dans l'espoir de trouver l'inspiration grâce à la nature et l'isolement. Je veux découvrir davantage ce côté de moi. Je pense que l'endroit facilite l'inspiration. C'est la première fois que je viens ici à Wadi El Natroum. J'en suis très enthousiaste. Certains parcourent des kilomètres fuyant ainsi les bruits de la ville pour participer à cette retraite d'écriture. J'aime écrire et exprimer ce qui est en moi. C'est très bénéfique pour moi parce que je vais apporter aux autres ce qui est en moi. Je vais faire ressortir toutes mes idées et les mettre en avant. La retraite vise également à donner aux auteurs le courage et la confiance de s'exprimer sans crainte d'être critiqués. Fondée en 2017, cette escapade qui dure 3 jours a été créée par la romancière Ouda Anwar après avoir trouvé sa propre motivation dans la nature alors qu'elle visitait les montagnes de Sainte-Catherine dans le Sinaï.
Mes voyages à la montagne et dans les lieux dépourvus de tout aspect artificiel ont un effet bénéfique sur moi, ce qui m'a fait prendre conscience des bienfaits que de tels endroits pourraient procurer aux gens. L'autre objectif de cette retraite est de procurer à ces littéraires les moyens de lutter contre les pressions de la vie pour continuer à écrire. Et si vous êtes suffisamment inspiré pour écrire, votre œuvre pourrait peut-être, qui sait, recevoir un prix littéraire. En tout cas, 2 prix Nobel seront décernés en littérature cette année. C'est ce que fait savoir l'Académie du Nobel. De nombreux scandales avaient empêché l'attribution du prix de l'année dernière. On avait alors évoqué l'inconduite sexuelle portée contre le mari de l'un des membres de son conseil d'administration. Des accusations de fuite avaient également paralysé l'institution. Depuis lors, l'Académie a nommé plusieurs nouveaux membres et mis en place un nouveau comité des prix dans le but de rétablir la confiance du public et de conserver le droit de choisir les lauréats du prix littéraire le plus prestigieux au monde. Qui sont les milliardaires du monde et quelle est leur fortune? La réponse se trouve dans la 33e édition annuelle de la liste des milliardaires du monde, publiée hier par le magazine Forbes. Selon ce magazine américain, les milliardaires ont peut-être perdu un peu de leur richesse en 2018, mais les poids lourds restent en tête. En effet, 2153 milliardaires figurent sur la liste publiée en 2019 contre 2208 en 2018. Leur valeur nette combinée cette année s'élève à 8 700 milliards de dollars contre 9 100 milliards en 2018. Des chiffres qui vous donnent le tournis, en tout cas, avec une fortune évaluée à 131 milliards de dollars par Forbes. Jeff Bezos, patron d'Amazon, reste l'homme le plus riche du monde pour la 2e année consécutive. Et la star de la télé-réalité, Kylie Jenner, est désormais la plus jeune milliardaire du monde. Jenner n'a que 21 ans et elle a lancé en 2016 Kylie Cosmetics, qui, selon le magazine, vaut maintenant au moins 900 millions de dollars. Comme quoi, pas besoin d'être vieux pour être riche. Et c'est ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé. Demain est un autre jour. D'ici là, excellente soirée à toutes et à tous.